Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à N'Djamena dans la région de Koulikoro, la même heure partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. La nouvelle est tombée hier comme un coup péré. Le célèbre cinéaste Souleymane Cissé tire sa révérence à 84 ans. Le Mali et le monde perdent ainsi une icône du cinéma. L'éducation et la corruption ne font pas bon ménage. Les acteurs du secteur se mobilisent contre le phénomène avec en préalable une bonne information sur le sujet. Les assises nationales pour la refondation du Niger s'achèvent avec une proposition de 3 à 5 ans de transition et la dissolution de tous les partis politiques. Le ministre congolais des Affaires étrangères ne mâche pas ses mots devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, un conseil qui observe, condamne mais qui n'agit pas, dit-il. Le Kenya prend position dans le conflit soudanais. Il s'aligne désormais derrière les forces de soutien rapide, ce que Khartoum qualifie d'une violation flagrante de sa souveraineté. En sport, le Mali affronte cet après-midi le Gabon dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Sur le vieux continent, les qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions d'Europe sont désormais connus. Les lanceurs d'alerte sont désormais protégés au Mali. Ils peuvent signaler les abus sans crainte de représailles. Mais attention, ils doivent remplir des conditions selon le code pénal. C'est le sujet de la chronique judiciaire ce jeudi à retrouver en fin d'édition. C'est tout pour les titres. L'homme naît, vit et meurt, c'est la loi de la nature. Une loi qui s'est appliquée hier au cinéaste Souleymane Cissé. Le double détenteur de l'étalon d'or de Yenenga tire sa révérence à 84 ans. Le Mali et le monde perdent ainsi une icône du cinéma. Ses obsèques sont prévues cet après-midi à Narela en commune 2. En attendant, retour sur le parcours de l'homme avec Sori Ibrahima Keïta. Le grand et célèbre cinéaste malien avait rendez-vous dans 72 heures avec le FESPACO. C'est faussé. C'est bien celui de la Grande Faucheuse qui sera respecté ce mercredi 19 février 2025. Le FESPACO, orphelin de son recordman des étalons Yelenga, pas que ça, celui qui était désigné pour présider la catégorie fiction long métrage de la 29e édition du FESPACO, venait juste d'animer une conférence de presse à cet effet. Juste après, il rentre à domicile pour déjeuner, pour s'étendre un peu. Il n'en reviendra donc plus jamais. À 84 ans, Souleymane Cissé range définitivement ses clichés. Après 50 ans de réalisation cinématographique, figure emblématique du cinéma africain de la génération des Samben Ousmane, le natif de N'Djamena dans la région de Koulikoro, primé 2 fois à Cannes, s'était révélé l'une des pièces maîtresses du cinéma en général, africain et du FESPACO en particulier. Il avait l'art de la production dans le sang, avait un lien à la limite fétichiste avec le FESPACO et venait d'être davantage galvanisé par l'initiative des autorités de son pays ayant déclaré 2025 année de la culture. Comme tout homme engagé digne de ce nom, il est mort avec la tête toujours pleine de projets, malgré l'âge et n'en déplaise à la faucheuse. Sori Ibrahima Keïta, je rappelle que les obsèques de Souleymane Cissé sont prévues cet après-midi chez lui-même à Agnarela. Une disparition qui a provoqué une onde de choc ressentie aussi au niveau de la commission de rédaction du projet de la charte pour la paix et la réconciliation qui poursuit ses consultations. Elle a rencontré hier le monde universitaire. Le but de l'exercice reste le même, recueillir les propositions et observations des universités ainsi que des grandes écoles avec comme finalité parvenir à un document consensuel afin de refermer la page de la crise qui secoue le Mali depuis des années. Les échos avec Ari Matina. Considérée comme la 20e région du Mali, selon les termes du président de la commission de rédaction du projet de la charte, Ousmane Issoufou Maïga, le monde universitaire est encore sollicité à apporter sa vision, sa contribution et observation au processus d'élaboration du projet de la charte. D'où cette rencontre de la commission de rédaction avec les représentants des universités et autres grands établissements du pays.
Ousmane Issoufou Maïga, président de la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Nous sommes conscients du rôle que joue l'université et les grandes écoles. En un an, c'est la 3e fois que nous nous rencontrons. C'était d'abord le dialogue intermalien, puis l'avant-projet de charte nationale. Pour la 3e fois, nous voici réunis pour échanger sur le projet de charte nationale. Les participants, après analyse du document sur place, ont voulu avoir des précisions sur certains points, parmi lesquels la question du suivi-évaluation. Ousmane Issoufou Maïga. Toutes les recommandations qui nous sont parvenues de l'intérieur du Mali, de l'extérieur, tout le monde se pose la question du suivi-évaluation. Parce que le grand problème du Mali, c'est le suivi et l'évaluation de ce qu'on fait. Nous avons suggéré à ce qu'il y ait un organisme. On a utilisé le mot robuste pour le suivi-évaluation. Et je pense que vous allez aussi proposer ce que vous pensez qui peut être le mieux pour le suivi-évaluation sur l'existence de ce que nous avons et que nous sommes en train de faire. Professeur Fana Tangara, directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sur les questions essentielles d'une nation, l'apport de monde universitaire, de l'enseignement supérieur est toujours capital parce que ça regorge d'éléments qui ont une certaine capacité de réflexion et de proposition de solutions aux problèmes qui se posent. Nous allons mobiliser toutes les ressources au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de la 20e région, pour que nous ne soyons pas en deçà des attentes de notre pays. La rencontre empreinte de convivialité a permis à la commission de rédaction de souligner le rôle important que joue le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans notre société et entend recevoir dans 72 heures la nouvelle contribution du monde universitaire pour améliorer davantage le futur document de référence. Oui, un futur document de référence censé restaurer la paix et la sécurité au Mali. Nous restons avec le monde de l'éducation, invité également à partager une autre préoccupation nationale, celle de la lutte contre la corruption. Les participants s'informent sur l'impact du phénomène sur le système éducatif. Au finish, ils doivent s'impliquer davantage dans le combat pour la préservation des ressources financières du pays. La rencontre est l'une des activités de la semaine de la jeunesse contre la corruption. Le compte-rendu est signé Mamadou Fane. La corruption touche tous les secteurs d'activité du pays. Le secteur de l'éducation est aujourd'hui à la croisée des chemins avec plusieurs mots qui le minent, parmi lesquels la corruption qui affecte les résultats scolaires. Pour faire face à ce phénomène dans le domaine de l'éducation, l'OCLEI lance une croisade à la faveur de la semaine de la jeunesse contre la corruption. Moumini Guindo, président de l'OCLEI. Les travaux menés par l'OCLEI, ceux effectués par des structures de contrôle comme le bureau du vérificateur général, le contrôleur général des services publics, l'inspection générale de l'éducation nationale, ainsi que des études thématiques réalisées par des organismes indépendants, révèlent que l'éducation nationale aussi est affectée par des fraudes en tout genre, des conflits d'intérêts, des cas de favoritisme les uns et les autres, aboutissant à un enrichissement illicite des acteurs publics et privés du secteur. Mahamadou Kamara, chef de cabinet par intérim du ministre de l'Éducation nationale. La tenue de cette activité est une opportunité pour nous, cadres du département de l'éducation, de découvrir, d'approfondir nos informations sur l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Son objectif, ses missions. Le thème de cette semaine est s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Un thème qui suscite l'intérêt de la jeunesse et des pays membres de l'AES, invités de cette semaine. Urbain Milogo, contrôleur général d'État adjoint de l'autorité supérieure de contrôle d'État de la lutte contre la corruption du Burkina Faso. C'est une très belle initiative, c'est même primordial, voyez-vous, parce que la lutte contre la corruption, d'abord, elle est importante pour le développement, pour nos États qui forment l'AES aujourd'hui. Comme les discours l'ont montré, avec la corruption, on ne peut pas se développer et tout est à terre. Donc lutter contre la corruption, c'est vraiment une lutte pour la survie
de nos États, donc c'est très important. Cette journée d'information et de sensibilisation sera l'occasion de renforcer les capacités des services centraux et assimilés du ministère de l'Éducation sur la connaissance des instruments juridiques nationaux et internationaux de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Les assises nationales pour la refondation du Niger se sont achevées hier, mais avant la clôture des travaux, les différentes sous-commissions avaient présenté en plénière leurs rapports dans lesquels on note une proposition de la durée de la transition de 3 à 5 ans, voire plus, la dissolution de tous les partis politiques, ainsi que l'amnistie pour les militaires détenus pour tentative de déstabilisation du pays. Les récits de notre envoyé spécial à Niamey, Mohamed Kayantao. La session plénière des sous-commissions se déroule sous l'œil vigilant et l'oreille attentive du président de la commission d'organisation des assises nationales pour la refondation du Niger. Aucun détail n'échappe au leader coutumier qui a la charge de recenser les préoccupations de tous les groupes de travail. 4 des 5 sous-commissions proposent 5 ans de transition renouvelable une ou autant de fois que nécessaire. Il s'agit des sous-commissions refondation politique et institutionnelle, économie et développement durable, géopolitique et environnement international, et enfin justice et droits de l'homme. Quant à la sous-commission paix, sécurité, cohésion sociale et réconciliation nationale, elle pense que 3 ans de transition suffisent pour penser au retour à l'ordre constitutionnel. Plusieurs autres recommandations ont été formulées par les différents groupes de travail. Il s'agit de désarmer les groupes terroristes, mettre en place une stratégie facilitant la communication entre les citoyens et les forces de défense et de sécurité, prendre des sanctions contre les personnes coupables de détournement de deniers publics. Les sous-commissions ont également recommandé le recrutement dans la fonction publique des contractuels de l'éducation et de la santé, la réforme du système monétaire pour favoriser la croissance économique dans les pays de l'AES, l'interdiction de tous les projets et programmes des LGBTQ. Une seule femme parmi les rapporteurs dont l'intervention n'est pas passée inaperçue dans la salle, Madame Barry Bibata, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a, au nom de sa sous-commission, demandé de se référer à la charte du Kourkan-Fouka pour élaborer la charte de la transition. Sous les ovations du public, elle recommande aussi que le président du CNSP, le général de brigade Abdraman Tiani, prête serment pour devenir le prochain président de la République du Niger. À ceci s'ajoute l'amnistie pour les militaires détenus pour tentative de déstabilisation du Niger et la dissolution de tous les partis politiques pour partir de nouvelles bases en adoptant une nouvelle charte pour la formation politique du pays. Après la présentation du rapport, s'en est suivi une série de questions et réponses afin d'apporter plus de lumière aux différents documents. Un délai de 3 semaines est donc donné au grand groupe, c'est-à-dire la commission d'organisation, pour déposer le rapport final sur la table du général de brigade Tiani, Niamey Mohamed Kayantao pour l'ORTM. Du Niger, destination la Côte d'Ivoire, où la France rétrocède ce jeudi le camp militaire de Port-Boué à l'armée ivoirienne, si ce n'est déjà fait. Il portera désormais le nom du général Thomas Daguet Ouattara en hommage au premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. La base accueille jusqu'ici le 43e bataillon français d'infanterie de marine. La cérémonie de rétrocession aura lieu en présence du ministre français des armées Sébastien Lecornu et son homologue ivoirien Téné Brahima Ouattara. Au Maroc, la police annonce avoir démantelé une cellule affiliée au groupe État islamique au Sahel. Elle s'apprêtait à commettre des attentats. 12 personnes ont été arrêtées au cours de l'opération menée simultanément dans plusieurs régions du royaume. Les suspects sont âgés de 18 à 40 ans. Le ministre congolais des Affaires étrangères ne mâche pas ses mots devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, un conseil qui observe, qui condamne, mais qui n'agit pas selon Thérèse Kayi Kwamba. Elle critique l'absence d'une résolution claire pour mettre fin aux violations en République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier pour discuter de la situation en RDC. Le Kenya prend position dans le conflit soudanais. Il annonce sa volonté de soutenir les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Cette décision intervient après que Nairobi ait accueilli mardi une réunion de ce groupe paramilitaire. Si le gouvernement kenyan affirme agir dans un souci de médiation et de soutien humanitaire, Khartoum perçoit cette initiative comme une violation flagrante de sa souveraineté. En Centrafrique, 70% des ménages vivent dans la pauvreté selon les résultats d'une enquête menée par l'Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales. Les enquêteurs ont sillonné toutes les régions du pays avant de dresser ce rapport. Un rapport fondé sur le difficile accès à l'eau potable, à l'éducation, aux soins de santé et aux services sociaux de base.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est en visite officielle en Espagne. Cette visite a été marquée par une conférence de presse conjointe avec le premier ministre espagnol Pedro Sánchez, au cours de laquelle les deux dirigeants ont rejeté la proposition du président américain Donald Trump visant à dépeupler la bande de Gaza. Le chef du gouvernement espagnol a réaffirmé son engagement en faveur de la solution à deux États et a plaidé pour la reconstruction de Gaza. De son côté, le président Abdel Fattah al-Sisi a insisté sur l'importance de relancer le processus de paix pour établir un État palestinien conforme aux résolutions internationales. Enfin, la Russie se dit complètement d'accord avec la position de l'administration du président américain Donald Trump sur la nécessité de mettre fin rapidement au conflit en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov lors d'un point de presse. Sport, Ligue des champions d'Europe, les qualifiés pour les huitièmes de finale sont désormais connus. Les derniers matchs de barrage se sont joués hier. Sur le continent, le Mali affronte cet après-midi les Gabon dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Au plan national, la 13e journée du championnat national de Ligue 1 a pris fin hier. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. Football championnat national de Ligue 1 professionnelle, la 13e journée a pris fin hier. 3 rencontres étaient au programme. D'abord au stade Mamadou Konati. En première heure, le stade malien de Bamako s'est imposé devant l'AESCO par le score d'1-0. L'USFAS gagne 3-2 face à l'AS Police en seconde rencontre. Au stade Salif Keita de Kati, le Duniva a été tenu en échec par Afrique Football Elite à feu. Score final 1 partout. Déjà en résultat, les étoiles du Mandé ont perdu 0-2 face aux Scorpions de l'ASL de Bamako. L'Union sportive de Bougouba a battu l'AS Bakaridjan de Baraouli 3-1. Le FC Diarra et l'Union sportive de Bougouni ont conservé les capitales du coup d'envoi 0 partout. Nul 1 partout a sanctionné le match entre les 11 Kata de Niala et Binga FC. Football toujours, cette fois-ci sur le plan continental. Éliminatoire de la CAN féminine 2026, le Mali joue contre le Gabon cet après-midi. Après une mise au vert de 5 jours à Libreville au Gabon, dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN 2026, les Aigles Dames ont rallié Franceville ce mercredi. Au compte du match aller de cette double confrontation, les protégés du sélectionneur Mohamed Salim Ouseni affrontent les Gabonaises cet après-midi au stade de la rénovation de Franceville. Pour le sélectionneur Mohamed Salim Ouseni, son équipe est prête. À quelques heures de ce match, nous sommes arrivés à Franceville vers 14h, 15h. Toute l'équipe est arrivée. Les derniers qui devaient nous rejoindre également sont venus. Alors l'équipe est au complet. Donc nous sommes prêts, nous sommes confiants. Et l'objectif c'est de pouvoir remporter la première partie de demain. Coup d'envoi, 14h30 GMT. En Europe, Ligue des champions, les qualifiés pour le 8e de finale via les matchs de barrage sont connus. Après les qualifications mardi du Benfica Lisbonne, du Bayern Munich, du Club Bruges et du Feyenoord Rotterdam, les 4 derniers tickets ont été compostés hier par le PSG, le Real Madrid, le Borussia Dortmund et le PSV Eindhoven. Tous rejoignent les 8 clubs qui avaient déjà décroché leur billet à l'issue de la phase des groupes. Le tirage au sort des 8e de finale aura lieu demain vendredi. Pour le 8e, chaque club sait qu'il peut tomber sur 2 adversaires. Toutes les équipes tête de série qui n'ont donc pas participé au barrage disputeront le match retour des 8e de finale à domicile. Basketball pour terminer, éliminatoire Afro-Basket à Monsieur Angoula 2025. La 3e et dernière fenêtre est programmée pour ce week-end au Maroc. La compétition aura lieu à Rabat au Maroc du 21 au 23 février prochain. D'ailleurs, l'équipe malienne s'est envolée mardi pour le Royaume chérifien. Logé dans la poule A, le Mali est en compagnie de la République démocratique du Congo, du Soudan du Sud et du Maroc, pays hôte. Au classement, 3e devant le Maroc, mais derrière la RDC et le Soudan du Sud. Le Mali misera sur l'expérience d'Ibrahima Chérif Haïdara, capitaine, Siriman Kanouté, Alou Fadjala Diarra, bien sûr Ibrahima Djambo pour préserver son rang. Place qualificative pour la phase finale de l'Afro-Basket 2025. Pour cette dernière fenêtre, le Mali fera sa première sortie contre la République démocratique du Congo demain vendredi 21 février à partir de 18h, avant d'enchaîner avec le Soudan du Sud samedi 22 à 21h. Enfin, le Mali et le Maroc croiseront le fer dimanche 23 février à partir de 17h. Chronique judiciaire.
Les lanceurs d'alerte sont désormais protégés au Mali. Ils peuvent signaler les abus sans crainte de représailles, mais certaines conditions doivent être remplies, des conditions qui sont détaillées dans le code pénal. Quelles sont ces conditions et que faut-il comprendre par lanceur d'alerte? Les réponses dans la chronique judiciaire de ce jeudi signée Garibou Pérou. Loin d'être un alarmiste, encore moins un traître ou un espion, le lanceur d'alerte est au service de l'intérêt général. Il met en lumière les pratiques non autorisées qui sapent la bonne gouvernance, le développement économique et social. Dr Boubacar Bokoum, enseignant-chercheur à l'université Kourkanfouga de Bamako. Le terme lanceur d'alerte est issu de l'anglais whistleblower, qui signifie au sens littéral celui qui donne un coup de sifflet. Maintenant, pour définir ce terme de la manière la plus simple, on peut dire que les lanceurs d'alerte sont des personnes témoins d'actes et de pratiques contraires à la loi sur les lieux de travail et qui choisissent de dévoiler ces informations en considérant cela comme un devoir citoyen. Contre le traitement dégradant, la pollution environnementale, la déforestation, les cas d'abus ou de dysfonctionnement des services, le lanceur est là. Il siffle l'alerte sous le bouclier du code pénal. Ces mesures de protection sont prévues à l'article 243-97 du nouveau code pénal. Au terme de cet article, je cite, le dénonciateur est une personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Tout le monde peut être lanceur d'alerte, mais attention, tout le monde ne profite pas de cette protection pénale. Pour tirer profit, il faut forcément remplir les conditions. Le lanceur d'alerte doit être une personne qui est de bonne foi. Le lanceur d'alerte doit être une personne désintéressée. Et le lanceur d'alerte doit agir dans le but de protéger l'intérêt général. Si tel n'est pas le cas, on pourra tout simplement le considérer comme étant un délateur ou un espion, voire un traître ou une taupe. Le régime de protection de lanceurs d'alerte ne s'applique pas dans certains secteurs. C'est le cas des informations ou documents qui sont déjà couverts par le secret défense. En revanche, les secrets relatifs aux affaires, à la santé, à l'économie n'empêchent pas l'exercice des droits du lanceur d'alerte. Le régime en faveur des lanceurs d'alerte protège, pour ainsi dire, la liberté d'expression garantie par la loi fondamentale. Merci Garibou Pérou. Ce numéro de la chronique judiciaire sur les lanceurs d'alerte met donc un terme à cette édition. Avant de nous séparer, le rappel de la principale information, c'est le décès hier du cinéaste Souleymane Cissé. Le double détenteur de l'étalon d'or de Yénéga tire sa révérence à 84 ans. Le Mali et le monde perdent ainsi une icône du cinéma. Ses obsèques sont finalement prévues demain vendredi après la prière à Nyarela chez lui-même. Nous prions pour le repos de son âme. Ainsi va le monde, ainsi va l'actualité en ce jeudi 20 février 2025. Ce 13h vous a été servi par Alimata Ouattara à la mise en onde, Badji Touré à la mise en ligne et au micro Bourama Traoré. Merci à Ousmane Daou qui m'a aidé à la préparer. Fousseni Diarra s'installe après moi pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.